Bonjour à tous. Nous accueillons Guillaume Lours et le remplaçant d'Antonio, donc Georgie, qui vont nous parler de Docker Compose. Je vous laisse avec eux pendant 50 minutes. Il y aura des questions à la fin si nous avons un peu de temps. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit feedback après sur Open Feedback. Merci. Bonjour à tous. Voilà, pas d'autres commentaires. Non, malheureusement, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc Georgie a gentiment accepté de prendre la relève. Il y a 2 jours, je suis prêt. Donc vas-y, présente-toi du coup. Oui, Georgi Lukic, donc je suis je suis développeur chez Docker dans la team Runtime. En gros, ma team s'occupe de Docker, en fait, on bosse sur Docker. Et vous avez mon Twitter aussi, dépêchez-vous avant que le microservice de follow sur Twitter tombe en rade, si vous voulez me suivre sur Twitter. Et donc moi je suis Guillaume, je suis pareil développeur chez Docker et je bosse dans une équipe qui s'occupe un peu plus du tooling pour les développeurs et notamment Compose et les devs environnement. T'as des questions, je crois? J'ai des questions, oui. Alors qui utilise Docker? Qui connaît Docker ici? Ouais, quelques-uns. Compose, vous utilisez? Oui. Compose 2? Compose V2. Pourquoi non? Cube? Il y en a qui utilisent Cube? Vous aimez bien ça? Alors, et qui du coup? Qui utilise aussi Minecraft? Vous avez l'appli d'installer sur vos téléphones ou sur vos ordi là? Ouais. Vous pouvez la préparer. Préparez-vous. Vas-y. Alors, avant de commencer par s'amuser ensemble, je pense qu'il est un petit peu important de rappeler l'histoire de Compose, notamment parce que on a donc lancé une version 2 de Compose il y a quelques temps, et les gens sont tout perdus avec les versions de fichiers et tout ça. Donc, on va repartir depuis le début. Juillet 2014, Docker rachète une société qui s'appelle Orchard et qui développait un projet qui s'appelle Fig. Fig, c'était un truc super simple, basique, mais qui faisait le boulot de manière assez impressionnante. Donc à cette époque, il n'y avait pas trop de choses pour nous aider à taper les lignes de commande Docker. Et ben, on se retrouvait vite fait à faire Docker Run, je passe mes ports, mes volumes, je monte les networks et tout ça. Et donc on se retrouvait avec une ligne de commande comme ça. Et il fallait ça en rappeler, la copier-coller quelque part. Enfin, Et Fig, ils se sont dit, nous, ça nous fatigue. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir un fichier qui contient toutes ces informations-là et qu'on ait juste à faire Fig up et que ça démarre notre conteneur. Et donc voilà, c'était simple, super basique, mais au moins c'était sauvegardé dans un fichier, plus besoin de s'embrouiller à essayer de se rappeler l'ensemble des commandes, et on lançait ça. Donc voilà, rachat en juillet, et à la fin de l'année 2014, Docker annonce que Fig est remplacé par un nouveau projet qui s'appelle Compose et qui va donc étendre ce mode de fonctionnement. Donc le vrai début de Compose, on peut dire que c'est 2014, le début officiel chez Docker, c'est 2014. Un an, 2 ans plus tard, ouais, enfin non, un an, puisqu'on est fin 2014 jusqu'à janvier 2016, une version 1.6 de Compose sort, et il y a eu pas mal de choses qui ont été introduites depuis. La notion de service, la notion de network qui n'était pas géré au début, de volume, de choses comme ça. Et donc, il a été décidé de mettre en place un format de fichier sur le fichier Compose pour pouvoir dire quelle version de l'engine on pouvait utiliser avec Compose à ce moment-là. Alors, je vais vous montrer parce que ça existe toujours dans la doc, hein, si on cherche bien. Et c'était en fait un peu le début des ennuis, pour être honnête. Si on va dans les... alors, je ne suis pas au bon endroit. Compose. Alors, ça va même être dans la version de référence, je pense, maintenant qu'on l'a pu
directement là. En fait, on s'est retrouvé, bon, je ne vais pas la retrouver là, mais peu t'importe. Si, voilà, ici. On s'est retrouvé avec une magnifique matrice de versions de Compose File qui fonctionnaient avec des versions du Docker Engine. Et si vous n'utilisiez pas la bonne version du format de fichier avec le bon engine derrière, bah, ça ne se passait pas bien. Et donc voilà, on a commencé à avoir des choses un peu compliquées. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Tout ça. L'année d'après, on a eu une version 1.10 qui a introduit un nouveau format de fichier, donc la version 3 du format de fichier, parce qu'il y a un petit nouveau qui était arrivé dans le jeu entre-temps, qui s'appelle Docker Swarm, qui s'appelle Swarm d'ailleurs, je ne sais même plus si on dit Docker Swarm, maintenant Swarm, parce qu'il n'est plus, c'est plus, on ne s'en occupe plus. Et Swarm, en fait, c'était la possibilité de déployer vos conteneurs dans le cloud. Et ils ont trouvé le format de fichier de Compose tellement bien qu'ils se sont dit ben, on va le réutiliser puis on va le faire évoluer pour gérer des cas spécifiques au cloud. Évidemment, vous imaginez bien que du localhost au cloud, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout pareil, voire il y a même des concepts qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas capables de supporter. Et à partir de là, on s'est retrouvé avec des gens qui ont dit de toute façon, Compose V2, le format de fichier, c'est pour le local, et la version 3, c'est pour le cloud. Voilà. Et ben oui et non. Donc là, ça a été un peu le bazar. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, vous avez un fichier Compose, version 3.9, Cloud Ready, on est d'accord, hein, puisque je viens de vous le dire, version 3 pour le cloud, qui contient 3 services, un back-end, qui ne démarrera que quand la base de données sera prête, une base de données Postgres avec toutes ses infos, où est-ce qu'elle peut aller chercher son secret et tout ça, un proxy qui se met devant le back-end pour répondre, et puis un volume et un secret. Donc là, si je fais un Docker Compose Up pour démarrer la stack, qu'est-ce qui va se passer? Il va me lire le truc, il va dire OK, j'ai détecté. Alors ça va vite parce que toutes les images sont buildées, je les ai en cache et tout, donc voilà, ça démarre et je pourrai aller voir l'application. Pourtant, c'est une version 3 du fichier qui n'est pas censé marcher localement parce qu'il y a des trucs. Enfin bon. OK, Docker Stack. Docker Stack, c'est les commandes de Swarm pour démarrer dans le cloud. Ça n'utilise pas la même notation, c'est pas up, c'est deploy. On va lui passer le fichier de configuration avec le -c qui va lui dire bah, c'est quoi le compose file que tu vas utiliser, et puis il faut lui donner un nom à cette stack. Ah, en fait, il ne sait pas gérer deep on zone que j'ai mis pour dire que mon serveur backend il doit attendre que la base de données soit prête. Alors vous voyez là, j'ai un fichier qui dit que je suis en 3.9, qui utilise des choses qui ne sont pas supportées par les commandes stack, et qui marche avec Compose localement, mais pas avec la version cloud, alors que ça devrait fonctionner avec la version cloud. Vous voyez, donc nous, après, on a des issues qui sont ouvertes dans Compose en disant « je ne comprends pas, ça ne marche pas ». C'est pas de la faute des gens, hein. C'est de la nôtre, hein, clairement, mais pas simple à gérer et à expliquer pourquoi est-ce qu'en fait ça se comporte comme ça et qu'en fait il ne devrait pas et tout. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de donner le format de fichier Compose à la Cloud Native Foundation, d'annoncer une spécification autour du format de fichier Compose, et au passage, on a supprimé cette histoire de version, en disant, eh ben, les gens qui vont implémenter la spécification devront dire, soit à la compile, enfin peu importe, au moment où ils veulent, ce qu'ils supportent et ce qu'ils ne supportent pas dans l'ensemble des différentes versions de fichiers. On a tout remis dans la même spécification, et voilà. Donc vous pouvez avoir un fichier, par exemple, qui va utiliser des attributs non supportés par votre runtime, mais votre runtime va vous le dire, et ne devrait pas planter, en fait, et va démarrer avec ce qu'il est capable de supporter et de gérer.
Donc on en a profité également pour réécrire Compose, c'était quelque chose qu'on devait faire, en Go, puisque Docker utilise énormément le langage Go pour ses développements. Et en août 2020, on a sorti la première release candidate de Compose, donc V2, histoire de bien, vous voyez, on va jusqu'au bout. Donc on vous a sorti une V2, comme ça les gens ils confondent avec le format de fichier V2 et on a réussi à perdre tout le monde. Ok. Et donc cette version, donc on va dire la version Go de Compose, supporte la spécification. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait mon exemple fonctionnait, c'est parce que j'utilisais la version Go de Compose qui elle supporte l'ensemble du fichier et arrive à démarrer sans problème. Et donc en avril dernier, là, on a annoncé la General Availability. On a aussi annoncé la fin de Compose V1. Donc tous ceux qui sont contents d'utiliser la version Python, il va falloir arrêter parce que nous on ne fait plus de support. Hein. On va tout, voilà, les security fixes pour l'instant, et après, il n'y aura plus rien du tout. Voilà, donc, pour information, normalement, l'ensemble des fonctionnalités de la version 1 sont supportées par la version 2, et si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous de tester pour nous dire ce qui manque, avant qu'on vous coupe tout. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'historique de Compose. J'espère que ça met les choses un peu au clair, et notamment peut-être pour certains, comprendre un peu mieux pourquoi est-ce qu'avec ma version 2 du fichier machin, quand j'utilisais des attributs de la 3, ça marchait quand même avec Compose dans Docker Desktop et tout ça, quoi. Ça répond aussi à la question que posent beaucoup de gens. Quelle version je dois utiliser dans mon Compose file ? Aucune. Voilà, aucune. Aucune. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait une Compose spécification ? Donc la première chose, c'est que beaucoup de gens étaient perdus quand on parlait de Compose, ils ne savaient pas si on était en train de parler du binaire qui permettait de lancer et de gérer des conteneurs, ou si on parlait du format de fichier. Donc là, c'est facile. Maintenant, le format de fichier, c'est la Compose spécification, et Compose, c'est vraiment le binaire côté Docker. L'idée, c'était d'être cloud agnostique. Donc, c'est qu'en fait, cette spécification, elle permet de déployer des stacks Compose dans le cloud. Okay, donc on a travaillé en partenariat avec Microsoft et Amazon au moment de l'annonce de la version 2 là, de Compose, pour être capable de déployer dans Amazon ECS et Azure ACI, qui sont des gestions d'instances de conteneurs. Et on va vous faire une démo après avec Azure notamment. On avait déjà une implémentation de référence qui existait, donc c'est aussi plus facile de pouvoir lancer une spécification quand il y a déjà une implémentation de référence en face. Ça nous a permis de travailler sur un parseur de compose file en Go, ce qui fait que maintenant, lié à la spécification, il y a au moins un parseur en Go qui vous permet, vous, de faire un peu les projets que vous voulez à partir du format de fichier Compose, et d'être sûr que les gens vous fournissent des fichiers Compose valides et tout ça sans avoir à réimplémenter toute la spec de votre côté. Donc voilà, on a travaillé avec Azure et Amazon Web Services. Et oui, au sein des gens qui valident la spec et qui rajoutent les nouvelles fonctionnalités et tout ça, on a des gens qui viennent de chez Microsoft, des gens de chez Amazon, forcément des gens de chez nous, et on a quelques contributeurs personnels également qui sont... Oui, c'est une spec ouverte, tout le monde peut proposer des choses. Des choses et tout ça. Comment ça marche le process ? Justement pour dire, tiens, je rajoute quelque chose dans la spec. Donc il faut aller dans le repo de la spec. Hop, j'y vais. À l'intérieur, là, vous allez retrouver toute la spécification. Hein, si vous avez envie de passer quelques heures de lecture, vous avez tous les attributs qui sont possibles d'utiliser, et un peu tous les cas de figure, tout ça. Et quand vous voulez créer une proposal, vous voyez, on a des labels proposal. Et là, par exemple, je prends la dernière. Il y a quelqu'un qui a demandé à ce qu'on puisse supporter le mode privilege au moment des builds, parce qu'ils doivent avoir besoin de faire des actions en tant que route à l'intérieur des conteneurs. Et donc, voilà, ils proposent qu'on rajoute le mot privilege.
ce qu'on va généralement essayer donc première chose à faire avant de créer cette fameuse issue, s'il vous plaît, vérifiez déjà qu'il n'y a pas quelque chose qui existe du même ordre, parce que sinon on se retrouve avec 10 fois le même truc. Un peu chiant, un peu pour nous à gérer derrière. Si jamais ça n'existe pas, donc créez une nouvelle issue et suivez le template qu'on a mis en place. Il nous permet d'avoir l'ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur si l'ajout d'une fonctionnalité peut être intéressante ou pas. Si jamais vous avez le courage et tout, alors c'est une spécification, donc c'est du texte. Hein, donc, après c'est en anglais, ok, mais c'est du texte. Donc essayez de proposer la pull request qui va en face. C'est vachement plus facile. On a au moins un support en plus pour discuter derrière. Ça favorise vachement les échanges. Et après, malheureusement, tous les mainteneurs sont un peu occupés sur d'autres choses annexes. Et des fois, ça peut prendre un peu de temps avant que ça avance, malheureusement. On aimerait bien avoir un peu plus de temps pour travailler dessus, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà. Après, pourquoi est-ce qu'on a réécrit Compose en Go ? Docker fait partie sûrement des boîtes qui ont mis en avant le langage Golang au début des années 2010. Tous nos produits sont écrits en Go, quasiment tous. On a encore un peu de Python qui traîne à certains endroits, mais qui sont en train d'être réécrits. Alors, ce qui est marrant, c'est Docker, toute première version a été écrite en Python. Oui, mais elle n'a jamais été rendue publique, celle-là, je crois. Non. Voilà. Donc les gens ne le savent pas, mais la toute première était en Python, et après c'est passé à Go. Donc en fait, nous, tous nos développeurs connaissent Go, et Compose était lié au rachat de Fig. Et Fig, c'est écrit en Python aussi. Donc en fait, c'était le seul truc qui était en Python dans tout un écosystème Go. Et dès qu'il y avait une modification de l'engine pour des security fixes ou la CLI qui changeait, et en fait, plutôt que d'intégrer les nouvelles versions en tant que dépendance dans le projet Compose, il fallait réécrire en Python, voilà, avec tout ce que ça contient du fait d'être error prone et tout. Et du coup, évidemment, ça mettait plus de temps à être reporté dans Compose. Et puis, comme on l'a dit, cette réécriture, ça nous a permis aussi de dire on ne veut plus du format de fichier. Donc, voyons un peu ce qu'il y a de nouveau dans Compose ces derniers mois. Ces derniers mois, l'équipe elle a beaucoup travaillé sur l'amélioration du build, donc de la commande Docker Compose Build qui vous aide à builder vos containers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Docker Compose Build n'a pas vocation à remplacer BuildKit ou BuildX. Donc, si vous avez des process de build qui sont assez complexes et tout, on ne viendra pas les supporter dans Compose. Ce n'est pas le rôle de Compose. Compose, c'est fait pour faire runner plein de conteneurs ensemble et faire de l'interaction. Okay, donc, on a quand même quelques facilités qui sont là, et notamment dans les facilités qu'on a là, on a rajouté le support des secrets au moment du build. Donc les secrets étaient supportés à runtime quand le conteneur tournait. Et là, maintenant, vous êtes capable d'utiliser des secrets qui peuvent être soit des fichiers, soit des variables d'environnement au moment du build. Donc là, j'ai un compose file qui contient un service. Pourquoi il s'appelle SSH, lui ? Ouais, c'est lui pourtant. Avec un secret qui s'appelle mySecret et un qui s'appelle envSecret. Et ces deux secrets sont définis. Il y en a un, c'est un fichier qui se trouve là. Et l'autre, qui est une variable d'environnement que je vais setter au moment où je vais appeler la commande. Et dans le Dockerfile, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on met des choses qu'on attend dans des fichiers, puis on va vérifier que le secret qu'on a récupéré au build, c'est le même que celui qu'on s'attendait à avoir. Donc, c'est vraiment très simple, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si je fais alors c'est mySecret, je crois, qui s'appelle, perdu. C'est ça ? J'ai perdu son nom. SomeSecret, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, SomeSecret, je mets quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il attend, et je vais lui demander de builder. Donc, normalement, on doit s'attendre à ce qu'il dise que le premier secret ne correspond pas à ce qui était attendu. Ok, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Il s'attendait à avoir... c'est mon secret dans une variable d'environnement, et ce n'est pas ce qu'il a eu. Donc, si par contre, je le relance en changeant cette valeur, je ne suis pas dans mon shell habituel, je pense que si j'utilise mes raccourcis classiques, je vais faire des choses qui ne vont pas bien.
Là, je la relance avec la valeur qui est attendue. Normalement, on devrait avoir le build de l'image qui s'est bien passé, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez maintenant utiliser des secrets qui vont vous permettre, je ne sais pas, de vous connecter sur des choses, ou ce genre de, sur des serveurs, sur faites ce dont vous avez besoin avec vos secrets, mais vous pouvez les utiliser pour récupérer des choses juste au moment du build. Ça veut dire que ces secrets ne seront pas stockés dans l'image. Voilà. Donc les secrets, c'est pas mal, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir faire à peu près la même chose avec du SSH et des clés, notamment. Donc je vais aller ici. Donc j'ai un compose file qui va contenir un service. Je vais lui passer une clé RSA, d'accord, qui se trouve là. Okay. J'ai la clé RSA privée, j'ai la clé publique. Et dans le Dockerfile, ce qui est fait, c'est que on va utiliser des nouvelles commandes qui ont été rajoutées il y a quelques temps maintenant. Il y a pas mal de temps. Ouais, qui permettent de monter une ressource SSH au moment du build et d'utiliser la clé. Donc là, je vais dire que je veux une ressource SSH. Son ID, c'est celui qui a été défini dans le compose file qui s'appelle fake SSH. Elle est obligatoire. Et puis, en fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est comparer la clé qui m'a été passée, qui va donc être la clé privée, avec la clé publique que j'ai copiée juste avant et m'assurer que les deux matchent bien. OK, donc je vais faire docker compose build-f. Qu'est-ce qui ne va pas? -f, c'est compose key. Voilà, je vais builder avec... pourquoi j'ai pas mon raccourci qui apparaît? C'est pas grave. Faut taper. No cache, pour être sûr qu'il n'utilise pas le cache. Et il faut que je lui mette un progress égale plain. Là, en fait, je suis en train de lui dire que je ne veux pas qu'il me squash les logs à la fin, parce que sinon, on ne va pas voir le résultat attendu. Mais évidemment, c'est normal, en fait. Je comprends pourquoi je n'ai pas eu si je ne mets pas les arguments dans le bon ordre. Donc voilà, donc là, normalement, voilà, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. Donc pour vous montrer que ça fonctionne bien, que je ne raconte pas de bêtises, je vais aller changer la clé publique. Et comme je lance la commande en lui disant que j'ai no cache, il va refaire tout l'intégralité. Donc il va même refaire le copy. Et voilà. Et là, d'un seul coup, il me dit non, j'ai un problème, la différence entre la clé publique et la clé privée n'est pas bonne. Donc voilà, donc vous savez maintenant que vous pouvez utiliser à build time des clés SSH, donc pour vous connecter à des serveurs distants, récupérer des binaires ou des choses que vous ne voulez pas qui soient accessibles par n'importe qui. Et évidemment, ces clés ne sont pas stockées dans votre image finale, donc aucun problème derrière. Ça, c'est cool. Moi, ce que je fais souvent, puis on est assez nombreux, c'est qu'on peut aussi cloner des repos à l'intérieur d'une image pour faire des builds ou ce genre de trucs, des repos qui peuvent être privés. Et je n'ai pas envie de passer ma clé directement, j'ai juste envie d'utiliser mon agent SSH par défaut, celui qui est disponible sur ma machine. Donc en gros, je vais vous montrer un autre compose file. Celui-ci, il ne fait rien de spécial, il dit juste je build, mais par contre, le Dockerfile associé, il va monter une ressource de type SSH sans rien dire de plus. Ça veut dire qu'on va la passer en argument à la ligne de commande. Donc comment ça fonctionne? Docker compose build. Je lui passe no cache toujours pour qu'il n'y ait pas de souci, progress plain pour qu'on puisse voir le truc, et SSH default. Alors, que je vous montre... je vais intégrer à l'intérieur de mon image Docker ce repository-là, qui est un repo privé. Vous n'aurez pas accès, il est sur mon truc, et il contient des trucs super importants, du genre des fichiers vides. OK? Donc, c'est hyper hors de question que ça leak et tout ça. Donc là, ce que je vais dire, c'est que à Compose, je vais lui dire, tu vas me builder l'image, tu vas avoir besoin de ma clé SSH, tu vas aller utiliser mon agent SSH, tu vas prendre la clé qui correspond à ce dont tu as besoin pour cloner ce repo Git. Okay?
Donc ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il va falloir aller installer OpenSSH, installer Git et tout dans l'image. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Puis là, d'un seul coup, hop, il est en train de cloner le repo. Donc le repo, il a été cloné. Et si moi, je lui demande de faire un Docker run en mode interactif, enfin, bon, on n'a pas forcément besoin, mais en supprimant le conteneur à la fin, et je lui dis, bah, montre-moi ce qu'il y a. Donc, ah oui, je ne vous ai pas montré, le Dockerfile, il fait un ls. Et vous voyez là, vous retrouvez l'intégralité de mon repo Git à l'intérieur de l'image. Donc là, vous pouvez imaginer, faire ce que vous voulez, cloner un repo, builder ce qu'il y a à l'intérieur, récupérer le binaire qui a été buildé, faire un nouveau stage pour... Enfin, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Donc ça, voilà. Ça, c'est les premiers ajouts au niveau du build. Et puis le dernier qu'on a fait là cet été, c'est la possibilité d'utiliser Compose pour builder plusieurs plateformes en même temps. Donc ce Compose file, il est un petit peu plus compliqué. Il y a différents services. Un service A qui va être sur du Linux AMD 64 plus Linux ARM. On a un service B qui va faire du i386 plus de l'ARM. Et on a un service C qui va faire pareil, AMD 64, donc Intel et pilote ARM. Okay. Donc ça, avant, c'était impossible à faire avec Compose. Et là, maintenant, si je fais un build, là, je crois que j'ai juste besoin de mettre un no-cache. Si je fais un build, ce qu'on va voir passer au travers des logs ici... Ah, je ne vous ai pas montré le Dockerfile, excusez-moi. Bêtise. Le Dockerfile, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, on va utiliser donc le build platform, la target platform, le service name, et on va dire, je suis le service A, service B, service C, je suis en train de builder la plateforme cible, machin, à partir de la plateforme qui va toujours être normalement Linux ARM 64, puisque j'ai un M1, un Mac M1. Et donc là, si on regarde dans les logs, on va retrouver, voilà, par exemple ici, je suis le service A, et les logs ne sont pas en entier, c'est super, et je build pour voilà, le service B, je build pour du Linux ARM 64. Donc voilà, vous allez avoir tout possibilité du coup d'aller cibler différentes plateformes. Attention, pour ça fonctionne, il faut que le builder que vous allez utiliser soit capable de builder sur différentes plateformes. Donc vous pouvez soit utiliser un builder distance, soit vous pouvez utiliser, on a une image qui fait de l'émulation avec QEMU et qui est capable de builder différentes plateformes pour vous. Si vous restez avec le builder par défaut de Docker, ça ne va pas bien se passer. Il va vous dire, moi, je ne suis pas capable de builder du multi-arch. Donc, c'était le seul truc que le builder par défaut qui est dans Docker Desktop, on a tout préparé pour oui. vous. Il y a QEMU, il y a tout ce qu'il faut pour faire du multi-arch. Bon, voilà. Bon, ça, c'était cool. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, là, j'ai un compose file qui est un service Minecraft qui va récupérer une image depuis le hub. On va exposer le port par défaut qui est le 25565. On va aller lui mettre des petites infos pour qu'on sache qu'il a été lancé par Docker Compose. Et puis, on va lui dire de créer un volume exprès. OK. Donc, je suis en 0.4. Docker. Ouais, ça démarre. C'est du Java. J'ai plus l'habitude d'en faire, c'est lent du coup. Ça me paraît lent. Normalement, le réseau marchait bien ce matin, donc voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça va prendre un peu de temps, ça va créer les mondes. Et cette partie-là, elle peut prendre un petit peu de temps. Voilà, preparing level world, et là, attention, allez, va un peu plus vite. J'ai l'impression de faire une démo dans Zoom. Un peu le même effet, là. Donc voilà, c'est parti. Hop, cool. Et donc, moi vous voyez, j'ai l'appli Minecraft qui est prête, là. Je vais l'agrandir.
Et j'attends que le serveur local là, il soit prêt. Ça y est. Donc je me connecte. Et voilà. Cool. Trop bien. On a lancé un conteneur. Ouais, on a lancé un conteneur et tout. Et puis je suis tout seul parce qu'il tourne sur mon localhost. Et bon. Voilà, bon, c'était sympa. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, Georgie, c'est tu peux me montrer comment est-ce que je peux déployer le même Ouais. dans les internets. Dans les internets du Et, web. ouais, dans les internets du web. Et comme ça, en fait, je pourrais jouer avec mes copains. Effectivement, parce que là, c'est un peu triste, il est tout seul. Ouais, mais enfin, même si les zombies suffisent à m'avoir, hein, en vrai. Hein. Il se fait quand même facilement J'ai tuer. déjà fait une démo dans une autre presse, ça a duré 20 secondes. Hein. Ils nous sont sautés dessus, fini. Oui, et donc comme Guillaume disait tout à l'heure, on peut aussi Compose déployer sur Azure. Azure ACI qui veut dire Azure Container Instance, c'est une des manières qu'ils ont pour lancer des conteneurs. Il y a aussi AWS, donc, pour déployer sur ECS. ECS, ouais, qui est la même chose. Je crois que c'est la même chose, c'est une des manières de déployer des conteneurs. Je crois qu'il y en a 17 manières, c'est ça sur AWS pour déployer. Sur AWS, je ne sais pas. Ouais, on doit avoir des spécialistes qui sont mieux que nous. Il y a une version Benoît, tu sais. C'est un peu du délire, mais voilà. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut déployer un compose file dans Azure. Donc pour commencer, je vais devoir arrêter ton serveur, Guillaume. On n'en a plus besoin. Mets-toi dans le bon répertoire. Ouais, je vais aller dans... Hop, je suis dans 0.5. Ouais. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut se loguer. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, vous pouvez aussi vous loguer dans Azure depuis Docker. Donc vous faites Docker Login Azure. Ça va m'ouvrir un petit navigateur. Et ça y est, je suis normalement logué dessus. C'était écrit en gros, j'espère que tu as bien vu. Parce que... Bon, en attendant, voilà, la CLI s'est rendu compte qu'on s'est logué. Comment est-ce qu'on fait pour déployer des choses sur Azure? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les contextes, les Docker contextes? Est-ce que vous en avez utilisé? Ouais, bon. Donc les contextes, en fait, si vous faites Docker Context ls, vous pouvez voir ici, j'ai le contexte par défaut qui en fait permet à la CLI de savoir à quel démon se connecter. Donc par exemple ici, c'est le démon par défaut, non Unix, var, rien de machin. Il y a des trucs Kubernetes. Il y a des choses aussi pour Swarm et pour Kube, notamment dans Docker Desktop. Desktop, vous créez aussi un contexte. Non, c'est à moi celui-là. Ah non, il ne crée plus, ouais. Ouais, il crée plus. Donc vous pouvez en fait créer des contextes si vous avez un démon qui est à l'extérieur. Bon, par contre, si vous lancez des démos et que vous ouvrez HTTP, enfin TCP, mettez un VPN ou quoi, ne laissez pas votre démon tourner sur Internet. Donc ça sert à ça, mais ça peut aussi servir justement pour créer des contextes qui vont aller pointer vers un Azure ou vers AWS. Donc pour faire ça, on fait un Docker Context create. On lui dit ACI, donc ça c'est en fait le type. On crée un contexte de type ACI. Et après on donne un nom, codeur en scène. Et on crée. Donc là, comme je suis logué, il va aller chercher les informations dont il a besoin dans Azure. Il va me demander dans quelles ressources groupes. Alors dans Azure, des ressources groupes, c'est un peu comme un namespace dans Kubernetes. C'est juste un bucket dans lequel tu peux mettre des volumes, des conteneurs. Créer l'ensemble des ressources que tu veux, en fait. Toutes les ressources que tu veux, ouais. C'est des groupes de ressources. Bon, voilà, le nom est... Hein. Donc je vais lui dire... Je n'avais pas vu qu'il s'appelait ressources groupes, excuse-moi. Ouais. Je vais lui dire de m'en créer un. Donc là, il va me créer. Donc voilà, il nous a créé avec le joli nom E73 quelque chose. Avant de lancer, j'ai quand même besoin de faire quelque chose. Je dois aller quand même dans mon Azure. Je vais vous montrer après le compose file et je vais vous montrer pourquoi est-ce que je fais ça. Zoom peut-être un peu. Il faut zoomer. Ouais. C'est bon là? Vous voyez bien? Ouais. Alors dans nos clouds, tout est asynchrone, donc voilà, on va attendre un peu. C'est lequel? Moi, c'est E7, d'accord. Donc je dois créer en fait un compte pour stocker mes données, parce que Guillaume vous a montré, il y a un volume que Minecraft utilise pour créer tous ces fichiers, pour télécharger des jars. Donc pour faire ça, moi j'ai besoin de créer deux choses. Alors c'est dans Storage, et après je cherche Storage.
cherchez pas. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des problèmes du X? Non. Il faut créer un storage account. Et je vais lui donner un petit nom. C'est quoi le Attention, nom? c'est pas le tien. C'est pas le mien, ça. C'est ça. Hop, En 5. c'est 5. Ouais, le storage account. Minecraft volume. Hop, et je colle. Il Donc fait là, de vous la voyez, là, validation. T'as quand même mis un nom et il va mettre 3 plombes pour valider. On ne sait pas quoi. C'est le cloud. C'est le cloud. Oui, bah, je crois que ça prend un peu de temps, donc je peux vous montrer en attendant donc, du coup, le Dockerfile, le compose file, pardon. Il ressemble à peu près à ce que vous a montré Guillaume tout à l'heure. Bah, j'ai une image. Bon, ici, au lieu d'aller chercher sur le Docker Hub, je cherche dans Azure Container Registry, parce que quand vous lancez des choses dans ACI, eh ben, les images doivent être dans leur registry. Pareil, bah, on lui dit ouvre-moi un port, ça on s'en fout, un peu de mémoire, et on lui dit ok, bah, tu as le volume GL Minecraft que tu mets dans slash data. Et là, c'est la chose qui est un peu différente. Donc le volume, on lui dit voilà, crée-moi le volume GL, utilise le volume GL Minecraft. On a ce truc qu'on appelle des drivers. En fait, on peut c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en fait chez Docker. Vous pouvez créer des volumes NFS ou autres en créant des drivers. Ici, pour ACI, on va utiliser le Azure File. Et après, on lui dit voilà, ton account name, c'est ça, et le nom du share, ça sera Minecraft Docker. Donc c'est là où Je peux peut-être le créer là, je pense. Et il l'a peut-être créé. Ah ben j'ai pas cliqué sur créer. Non. Ah non, mais elle était long à valider. Tu sais, t'avais mis un nom, donc il fallait le temps qu'il valide le nom quand même. Alors, bon, en attendant, il y a un truc qui est rigolo que je trouve sur Azure. Il y a des choses qui sont uniques globalement. Donc si vous créez un share name qui s'appelle Minecraft Docker, vous ne pourrez pas parce que je l'ai déjà fait. Il n'y a personne d'autre qui pourrait le créer. Donc il y a quelqu'un quelque part qui a créé un volume Toto ou ASDF. Et à cause de lui, vous ne pouvez pas créer Toto. C'est magnifique. Il y a sûrement des raisons, mais voilà. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ouais, quand même pas mal. Alors, je vous dis pas, du coup, pour écrire des tests end-to-end. C'est un peu compliqué, oui. Oui. Il est lent. Hein. Non, mais ça va venir. C'est toujours comme ça quand on est en démo. Ouais. Mais on va y arriver, je pense. On va y arriver quand même. Merde, c'est où? Ah ouais, c'est plus rapide de faire un Docker Compose up avec un fichier local. Hein. Ça, on est d'accord. Effectivement. Ça, c'est l'ancien. Quel est celui-là que tu as créé? Ah, ça y est. OK. Je vais aller dans la ressource. Donc, il me reste à créer mon share name. Je vais dans File Shares et créer un nouveau file share avec. Allez. Voilà. Et je clique sur Create. À un moment, je me suis dit, mais quelqu'un va créer un volume pendant. Ouais. C'est bon. Non, alors le volume, c'est bon. Le volume, c'est bon. Ce nom-là, il est ouais, spécifique à votre storage account. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est tout. Bon, il y a un peu de préparation à faire parce qu'on utilise un volume. En fait, si on n'avait pas de volume, on aurait pu juste aller dans le répertoire et faire. Faire quoi? Ouais, alors, comment est-ce qu'on déploie? Comment est-ce qu'on déploie? Eh bien, pareil. En fait, on fait un Docker Compose. Non, j'ai pas besoin de -f, ça s'appelle Compose. Non, ouais. ouais. Docker Compose. Je vais lui dire quand même -c, ou allez, moins contexte. Je vais lui dire non, c'est Docker moins contexte, pardon. Hop, moins contexte, codeur en scène. C'est pour utiliser le bon contexte et donc déployer ça sur Azure. Donc Docker Compose. Je vais donner un c'est Project Name, c'est ça? Project Name. Project Name. Ouais. Minecraft, par exemple. Donner un petit nom à notre projet et je fais hop. J'ai rien oublié. Je pense. Et donc là, ça va déployer dans le cloud. Ça va déployer dans le cloud. Eh ben non. Ben pourquoi? Pourquoi il a voulu le créer? Ouais, pourquoi il a voulu le créer? Mais il ne doit pas le créer. Tu t'es reconnecté? Oui, tu t'es reconnecté. Ouais. Pourquoi il a voulu Combien créer? de fois on a testé? Je sais pas, à peu près 20. Ouais. Attends, vas-y, si je fais ça.
C'est pas drôle, hein. Vous inquiétez pas, on l'avait prévu le coup, ça marcherait pas. Non, mais là, il va pas déployer le conteneur après. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ça m'étonne. On va quand même attendre, mais bon. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie d'attendre, on a quand même un backup, parce que les démos sur le cloud, ça marche pas forcément. Montre ce que ça a créé du coup. Attends, mais ça... Ouais, mais je pense que le conteneur, il va pas démarrer. On va attendre un petit peu? Attends un petit peu. On a le temps de toute façon. 10 minutes, ça va. On a pour 1h30 encore. C'est les internets. Des fois, c'est lent. Voilà. Non, il veut pas. On montre ce qu'il y a dans le backup. Ah non. Ouais, non. On a oublié de coller notre autocollant pour les démogodes. C'est ça, ouais, on a oublié de... Normalement, ça marche. Mais montre ce qu'il y a dans le backup. En vrai, non, oui, c'est celui-là. Normalement, en fait, quand ça marche, ce que vous trouvez en fait dans vos conteneurs instance, si vous allez dans vos conteneurs, il y a le conteneur Minecraft qui tourne l'image Minecraft. On peut aller sur les logs. Vous pouvez voir, là, on a au play. Il y a le serveur qui tourne. Et aussi, si on retourne en arrière, dans Storage Account, celui-ci, dans les file share, on peut voir le file share, donc le volume que utilise le projet. Et dedans, il y a tous les fichiers que Minecraft a créés quand il s'est lancé. Il y a des jars, il y a des trucs, bon, on s'en fout. Et donc, si vous voulez... Et comment je joue avec mes copains maintenant? Comment tu joues avec tes copains? Il faut trouver l'IP. Et comment on trouve l'IP? Non, je suis sûr que tu peux l'avoir avec la commande Docker. Tu penses? Ouais, tu utilises ton contexte backup. Allez, on va regarder. En fait, parce qu'il y a plusieurs commandes en fait, qui fonctionnent. Donc là, mon projet s'appelait backup, et je peux faire PS. Oui, mais non, tu n'as pas changé le... Qu'est-ce que j'ai pas changé? Le contexte. Ah, c'est le contexte backup aussi, oui. Backup. Voilà. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent jouer avec moi, 20, 253, 72, 155, 25, 565. Vous êtes prêts? Attendez, on va les regarder quand même. Parce qu'on peut savoir s'il y a des gens qui se connectent. Oh là là. Personne qui se connecte là? Ah, si, il y a du monde, il y a du monde qui vient de joindre, super. Allez, on est parti. Le quoi? Qu'est-ce que tu veux? L'IP 20, 253, 72, 155 et le port par défaut qui est 25 565. Il faudrait qu'on arrive à générer un QR code en fait. Comme ça les gens ils flashent. C'est bon? Docker Compose QR code. Docker Compose QR code. Donc moi on avait donc une instance de backup qui était prête. Qui marchait il y a 3 heures. Voilà. On se doutait que potentiellement on pouvait avoir des soucis. Et donc voilà, on est. Il y a du monde là, les copains. Coucou. Ça va? Doucement. Donc vous voyez que je suis un grand joueur de Minecraft, je ne sais même pas faire demi-tour. Voilà. Sérieux? Ben oui, bien sûr, je ne sais pas faire. Ah, mais attends, tu vas faire vomir les gens là. Non? Voilà. Bon, c'est fini. Voilà, bon, vous avez vu. Donc, on est parti d'un compose file qui était le même. Ah oui, j'avais oublié de parler de tout ça. Tiens, vas-y, on commence à la fin. Vas-y. Vas-y. Donc, quand je vous ai présenté les nouvelles commandes là, au niveau du build, on a eu d'autres choses qui ont quand même été introduites en plus des choses spécifiques au build. On a introduit une commande qui permet de copier des fichiers entre le host
et un ou l'ensemble des containers associés à un service. Donc cette commande vous permet de prendre un fichier de votre machine, de l'envoyer sur un conteneur dédié ou sur l'ensemble des conteneurs qui ont été déployés pour un service. Et inversement, vous pouvez copier depuis les conteneurs d'un service sur votre host des fichiers. Il y a la commande ls qui a été ajoutée, qui n'existait pas, qui permet de lister l'ensemble des compose stack qui tournent sur votre machine ou votre contexte, si c'est supporté, mais je pense pas. Et project name que Georgie a utilisé, qui permet en fait de donner un nom à un projet, et c'est hyper utile. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes n'importe où dans votre arborescence, vous n'avez plus besoin de donner la référence au fichier de configuration de la stack compose. Vous pouvez faire docker compose p le nom de votre stack compose, faire down, et ça va l'arrêter directement en fait, sans que vous ayez à savoir où se trouve exactement l'ensemble des fichiers de config nécessaires et tout à votre stack. Donc ça, c'est super important. Ça marche avec du run, avec plein de différentes commandes. Donc ça, on l'a fait. Oui, donc comme on l'a dit, on a fait des partenariats avec Azure et AWS pour, comme vous avez vu, déployer les choses sur le cloud. Bon, ça fonctionne de temps en temps. Ce qu'il faut retenir, Georgie. Ce qu'il faut retenir, oui, surtout. Donc, pour moi, en tout cas, la plus grosse news, c'est la Compose spécification. Donc, en fait, Compose, c'est plus Docker Compose, c'est Compose, la spec qui appartient à la CNCF. Donc, on n'est pas les seuls à avoir la main dessus. Tout le monde peut contribuer et faire évoluer le Compose, le format de fichier. La spec. Et d'ailleurs, on a en fait Docker Compose, ce n'est pas le seul outil qui utilise les composes. Il y a Compose avec un K qui permet de transformer un fichier Compose en fichier YAML de Kubernetes. Il y a Octeto, enfin, il y a plein d'outils qui commencent à utiliser en fait, la spécification et notre librairie en Go pour faire d'autres outils. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi, si vous êtes curieux, je ne sais pas, créer un CRD pour Compose pour déployer vos stacks. La Compose V2, donc on a réécrit Compose, c'est super. Maintenant, moi, ça me donne envie en fait, de contribuer à Compose, parce qu'à l'époque, en Python, c'était pas la joie. Maintenant, on backport les features et les security fixes comme ça. Hein. C'est super plus facile. Voilà. Et du coup, en fait, maintenant, aujourd'hui, s'il y a des nouveautés dans la CLI, dans le démon ou dans le builder, en fait, Compose va pouvoir quasiment gratuitement en profiter. Et effectivement, c'est plus rapide. Bon, c'est quand même plus rapide. C'est un effet de bord. C'est un effet de bord, mais c'est quand même sympa. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a c'est un support de niche sur GCP, je crois. Voilà. En gros, c'est pour les builds, vous avez moyen d'utiliser des compose files dans la partie build sur GCP. Regardez. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que toutes les features ne sont pas supportées dans tous les cloud providers. Okay, ce qui est normal et ce qui est bien, et l'aspect, justement, comme disait Guillaume, le permet. Voilà. S'il y a des choses dans le compose file qui ne sont pas supportées, on est censé l'ignorer. Quelques petits liens, si vous avez envie. On partagera les slides, comme ça vous pourrez y accéder. Et merci bien. Merci.